Bien, tout le monde réussit à m'entendre? La connexion est bonne? Parfait. Donc, sans plus attendre, on va continuer avec le TD d'hier, qui portait sur le CG normal, et on va essayer d'avancer davantage. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit rappel sur ce qu'on a fait hier? Un petit rappel rapide. Est-ce que le tableau fonctionne? Il ne fonctionne pas. Bien, un petit souci à régler, un petit souci technique. Le tableau ne fonctionne pas. Je vais juste changer la pile. Est-ce que vous avez des questions déjà? Je sais pas si c'est une question de pile. Non, je vois pas. Y a-t-il des questions? Oui. Toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Deux secondes, je reviens. Bien, moi, je pense que c'est réparé. Allez, on y va. Le partage est toujours là. Nouveau partage, je vais juste le refaire. Voilà. On est sur Zoom. On est sur ça. Bien. Alors, hier, on avait commencé par faire un petit rappel sur l'électrophysiologie cardiaque, hein, n'est-ce pas? On a un petit peu rappelé les principales propriétés du cœur et de la cellule myocardique. On a trouvé 4 propriétés, dont 2 sont communes avec d'autres tissus, qui sont la polarisation et l'excitabilité. On avait dit que l'excitabilité, on avait défini comme la capacité qu'ont certaines cellules à développer, à s'exciter, c'est-à-dire à développer un potentiel d'action qui va réguler par la suite leur fonction, en l'occurrence la fonction contractile pour les cellules myocardiques. Bien, donc 2 premières propriétés électrophysiologiques, la polarisation et l'excitabilité. 2 autres propriétés sont spécifiques au cœur et aux cellules myocardiques. La troisième étant l'automatisme. Et l'automatisme, c'est quoi? Comme on l'avait défini, si vous vous rappelez. Donc, c'est la capacité, quand certaines cellules myocardiques, pas toutes, mais certaines, à s'auto-dépolariser, et cela d'une manière
cyclique et autonome. C'est-à-dire quoi autonome? C'est-à-dire sans influence extérieure. Et cette propriété est l'apanage du tissu nodal. Et ce tissu nodal confère à tout le cœur la propriété d'automatisme, c'est-à-dire si vous le dénervez, si vous lui coupez ses afférences nerveuses, ben, le cœur continuera à s'auto-exciter et s'auto-contracter. Donc, il continuera à battre spontanément comme ça, même sans influence extérieure. Bien. Et donc, le support de cet automatisme cardiaque, c'est le tissu nodal. Et le tissu nodal, c'est celui qui est capable de s'auto-exciter. Le tissu nodal, il y a un petit peu partout dans le cœur. Vous avez le nœud sinusal, le auricule ventriculaire, le faisceau de His, le réseau de Purkinje, etc. Mais tout ce tissu nodal qui est de l'automatisme n'a pas la même fréquence. Et celui qui a la fréquence la plus rapide, ben c'est le nœud sinusal, fréquence aux alentours de 200. Et donc, c'est lui qui va commander, qui va dominer les autres. Et donc, c'est le nœud sinusal qui commande le cœur et c'est le nœud sinusal qui dépolarise la totalité du cœur, les oreillettes d'abord, les ventricules par la suite. Et comment il peut faire ça, hein, du fin coin de l'oreillette droite, comment il peut dépolariser la totalité du cœur, ben, grâce à la quatrième propriété qui est la conduction. Et comment nous avons défini la conduction, excusez-moi, ben, c'est la capacité qu'a la cellule myocardique excitée de transmettre à son tour l'excitation aux cellules adjacentes et comme ça, l'excitation chemine de proche en proche. Et donc, comment va se faire cette excitation? Ben, elle va se faire sur un ordre bien précis. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle la séquence d'excitation du cœur. Et je vous rappelle qu'une séquence, ben, ce n'est rien d'autre qu'une succession d'événements dans l'ordre et dans le temps. Bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le nœud sinusal va élaborer, grâce à son automatisme, il va s'auto-exciter et grâce à la conduction, il va transmettre l'excitation vers l'oreillette et vous allez avoir sur l'électrocardiogramme ben, une onde P. Voilà. Et donc, la première cavité à s'exciter, ça va être l'oreillette. C'est pour ça que le cycle électrique cardiaque commence par l'onde P. Très bien. L'activité sinusale étant trop petite hein, pour être visible. Bien, alors si on pouvait la voir, ça serait une petite onde comme ça, qui se situerait avant l'onde de P, mais celle-ci est trop faible, et là, on ne pourra pas la voir. Très bien. Après avoir excité l'oreillette, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, arrivé en bas de l'oreillette, l'excitation ne peut pas passer directement au ventricule, hein, parce qu'il y a les anneaux des valves auriculoventriculaires qui sont de nature fibreuse, qui ne conduisent pas l'excitation. Et donc, il va y avoir un seul chemin possible entre oreillette et ventricule, et ce chemin, ben, c'est le nœud AV, le faisceau de His, c'est la partie proximale des branches. Et donc, c'est un passage obligatoire. Hein, voilà, ces structures-là assurent un petit peu une sorte de jonction électrique entre oreillette et ventricule. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les appelle la jonction. Donc, le nœud AV est un passage obligatoire, mais le nœud AV est une structure à conduction lente. Bien. Et donc, elle va faire quoi? Elle va conduire quand même l'excitation, mais elle le fait lentement, si bien que je vais avoir sur l'électrocardiogramme un espace PR. Alors, un espace PR, c'est quoi? C'est un petit espace isoélectrique hein, qui succède à l'onde de P, où pour vous, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'activité électrique, mais en fait, si, il y en a une, c'est l'activité qui franchit lentement le nœud AV. Mais comme le nœud AV n'est pas plus grand que le nœud sinusal, même cette activité va être trop petite pour être visible sur l'électrocardiogramme, et donc, on aura un petit segment isoélectrique qu'on appelle l'espace PR. Docteur. Ah, oui. Pourquoi on dit l'espace PR et pas PQ? Ben, écoutez, parce qu'on ne dit pas QRS, par abréviation du QRS, on dit R. C'est tout. Voilà, ça n'a pas d'autre. Ah. Je peux dire, il y en a qui utilisent l'espace PQ, hein, voilà, qui est la même chose. Hein. Bien. Alors, je peux t'apporter un autre élément de réponse. Il n'est pas évident que QRS commence par une autre Q. Voilà, QRS peut avoir un aspect grand R, grand S, par exemple. Donc, R, c'est un petit peu voilà, le principal du QRS, on va dire. Bien, donc après cela, l'excitation va trouver cette fois-ci le faisceau de His, les branches et le réseau de Purkinje. Alors c'est un tissu nodal, oui, c'est un tissu doté d'automatisme, mais c'est un tissu qui peut conduire, mais qui conduit extrêmement rapidement, même plus rapidement que le myocarde ordinaire. Et donc ça va amener l'excitation très rapidement hein, à l'ensemble du myocarde ventriculaire. Et l'ensemble du myocarde ventriculaire va s'exciter et ça va donner une succession de bandes qu'on appelle QRS. Voilà.
Un QRS qui va être bien sûr plus ample que l'onde de P pour la simple raison que la quantité du myocard qui s'excite, donc l'électricité produite, est plus grande que celle des oreillettes. Après cela, il va y avoir le potentiel d'action de toutes les cellules ventriculaires, n'est-ce pas? Et après la dépolarisation qui est le QRS, va suivre une phase de plateau où rien ne se passe. Voilà, la phase de plateau, c'est une phase où la cellule est excitée, mais qui garde quand même un potentiel stable. Et donc, comme l'électrocardiogramme, c'est l'enregistrement des variations électriques, au niveau de cette phase de plateau, il n'y a pas de variation, et donc l'ECG n'enregistre rien. Ça va nous donner quoi? Ça va donner le segment ST. Bien. Par la suite, les fibres ventriculaires vont se repolariser. Bien. Et là, ça va nous donner une onde T. Et cette succession d'ondes P, intervalle PR, QRS, segment ST, l'onde T, va se répéter pour tous les cycles cardiaques. Bien. Alors, je vais passer. Ça, c'est pas la peine. Ça, on verra ça. C'est pas la peine qu'on revise ça. Je pense que ça a été bien compris. On avait parlé un petit peu des conditions d'enregistrement. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre. Alors, ce qu'il va falloir bien saisir, c'est un petit peu la technique rigoureuse avec l'emplacement précis des électrodes. Voilà, dans des espaces bien conventionnels. Et là, je pense qu'on a assez détaillé ça. Je vais un petit peu passer dessus. Bien. Donc, après avoir un petit peu placé nos électrodes, on va imprimer le tracé. On va avoir ça. L'appareil va nous donner ça. Et ça, c'est un ECG standard 12 dérivations. Bien. Alors, il est vrai qu'avec 10 électrodes, j'ai pu produire 12 dérivations parce qu'une électrode, encore une fois, n'est pas une dérivation qui est une combinaison d'électrodes. Soit on prend une électrode comme pôle négatif et une comme pôle positif, et ça me produit quoi? Des dérivations bipolaires comme D1, D2, D3. On a vu hier quelles sont les combinaisons qu'on utilise. Soit je prends une électrode comme pôle positif, voilà, et toutes les autres comme pôle négatif, et là, ça me fait quoi? Ça me fait une dérivation unipolaire comme AVR, AVL, AVF. Voilà. Alors, je peux utiliser aussi les précordiales, toujours en unipolaire, et j'obtiens les 6 dérivations précordiales de V1, V6 dans des endroits bien spécifiques, et j'obtiens mon ECG standard 12 dérivations. Donc, tout ça, c'est un rappel de ce qu'on a fait hier, bien sûr. C'est pour ça que je vais rapidement. Alors, ce 12 dérivations peut être au besoin augmenté à 17 dérivations. Et le besoin, c'est quoi? C'est quand vous avez une suspicion d'une cardiopathie ischémique. En d'autres termes, cliniquement, une douleur thoracique. Donc, un ECG standard peut suffire pour la plupart des pathologies, mais pas pour les cardiopathies ischémiques ou de la douleur thoracique où il faut 17 dérivations. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute V7, V8, V9. C'est des électrodes qu'on va mettre dans le dos, n'est-ce pas? Dans des points bien précis. Et puis V3R, V4R qu'on va mettre symétriquement par rapport à V3 et V4, mais à droite. Voilà. Donc V7, V8, V9 sert à exploiter un petit peu la partie postérieure du ventricule gauche, ce qu'on appelle la partie postéro-basale, et les droites servent à voir un petit peu le ventricule droit. Très bien. Donc, après avoir eu notre ECG 12 dérivations, la première des choses, c'est de le nommer. Je l'avais dit que c'était important parce que c'est un document. Il est très, très important de savoir si l'ECG appartient au patient ou pas. Et hier, si vous vous rappelez, on a donné un petit exemple qui, suite au défaut de cette étape, on n'a pas nommé un ECG et ça nous a mis dans une situation extrêmement ennuyeuse. Donc, faites-le. Dès que vous avez l'électro, nommez-le. Mettez également la date, si l'appareil ne la met pas, la date précise avec l'heure. Pourquoi? Parce qu'il est très important d'analyser non pas un seul électro, mais tous les électros du patient, n'est-ce pas? Si l'on a 5, il faut interpréter les 5. Et il est très important de les interpréter dans l'ordre chronologique. Comme ça, vous saurez si une lésion apparaît, si une lésion est en train de s'améliorer, si elle a disparu, si au contraire, elle est apparue secondairement. Et donc, pour pouvoir déterminer tout cela, les électrodes doivent être classées avant d'être interprétées dans l'ordre chronologique précis. Et donc, pour cela, il faut qu'ils soient datés et avec l'heure précise à la minute près dessus. Pourquoi? Parce que les signes électriques peuvent être extrêmement labiles et d'une minute à l'autre, votre électrocardiogramme peut changer. Bien. Ensuite, après ça, vous allez vérifier l'étalonnage. Alors, rappelez-moi, c'est quoi l'étalonnage déjà? L'échelle de convergence.
De conversion, exactement. L'échelle de conversion, quoi? Ben, puisque finalement, un électro, c'est une activité électrique donc, du cœur par rapport au temps, imprimée sur du papier millimétré avec des ondes et des durées en millimètres. Et l'échelle de conversion, ce n'est rien d'autre que le chiffre qui va vous permettre de convertir les millivolts, enfin les millimètres en millivolts sur l'axe vertical et les millimètres en secondes sur l'axe horizontal. Alors, on adopte un petit peu une échelle standard, un étalonnage standard qui suit là. Donc, sur l'axe vertical, 10 mm, n'est-ce pas? Donc, 1 cm ou 10 mm, c'est pareil, correspond à 1 millivolt. Et puis, sur l'axe horizontal, 25 mm correspondent à 1 seconde. Voilà. Ça, c'est standard. Pourquoi ces chiffres-là et pas d'autres? Ben, ce sont ceux qui me donnent un petit peu l'électro le plus agréable à lire, où vous avez les ondes qui ne sont pas trop petites, qui ne sont pas trop grandes, elles ne chevauchent pas, et tout rentre dans une feuille de papier, et donc c'est le standard. Bien. Sauf que cet étalonnage peut être modifié. Alors, pourquoi je modifie l'étalonnage? Je peux le doubler, je peux le diviser par 2, par exemple celui d'une amplitude. Si je veux faire grandir les ondes, si cette onde est trop petite pour être visible, je vais doubler l'étalonnage, je vais mettre 20 mm au lieu de 10. Donc, toutes les ondes augmenteront, vont doubler de taille et ça permet de les mesurer avec plus d'exactitude. Bien. Alors, méfiez-vous d'une chose, c'est que les normes que vous allez trouver sur des livres de CG, sur des cours, tout ça, s'expriment en millimètres. Voilà. Et quand la norme s'exprime en millimètres, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en étalonnage standard. Donc, il faut comparer votre électro aux normes en millimètres d'un étalonnage standard. Donc, si votre CG est fait en standard, ça ne pose pas de problème. Comparez directement. Si maintenant vous avez modifié l'étalonnage ou si l'appareil l'a fait, vous devez d'abord convertir les millimètres que vous mesurez en millimètres d'étalonnage standard pour pouvoir utiliser les normes. Et zapper cette étape va vous conduire à des erreurs de sous-estimation ou de surestimation. Bien. Pareil pour l'étalonnage horizontal qui sert à mesurer des durées. Très bien. Bien. Alors, après avoir vérifié l'étalonnage, on vérifie un petit peu la qualité de l'ECG. La qualité de l'ECG, c'est quoi? Premièrement, il ne faut pas qu'il soit parasité. Comme en reconnaissant un ECG parasité, c'est quand, enfin, un ECG de bonne qualité plutôt, c'est quand la ligne de base, quand il n'y a pas d'événement, comme ici, est rectiligne, hein, elle ne monte pas, elle ne descend pas, elle est horizontale, rectiligne, et il n'y a pas de trémulation. Voilà. Il faut qu'il y ait au moins 12 dérivations minimum, hein, le CG 12 dérivations, n'est-ce pas? Donc, c'est le minimum, c'est le standard. D'une longueur suffisante. Alors, pourquoi il faut une certaine longueur? C'est pour pouvoir analyser un petit peu l'évolution des cycles cardiaques dans le temps, c'est-à-dire la fréquence cardiaque et le rythme. Et pour cela, il faut avoir au moins 6 complexes QRS. Alors, on n'est pas obligé d'avoir 6 complexes QRS sur tout le tracé, mais au moins sur une seule dérivation, puisque de toute manière, c'est la même fréquence partout. C'est le même cœur, la même fréquence. Et donc, on prend une, on choisit une, généralement on choisit le D2, et on va la prolonger sur toute la durée du tracé. Bien, alors sachez une chose, hein, tous les événements qui sont sur la même verticale, c'est le même événement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Est-ce que c'est le même, la même contraction cardiaque, la même excitation cardiaque qui m'a donné ce QRS et celui-là, à votre avis? Oui, docteur. Oui, exactement. Alors pourquoi oui? Parce que ça s'est produit en même temps, de points de vue différents. C'est produit en même temps, tout simplement parce que c'est sur la même verticale. Et donc, si c'est la même verticale, c'est le même temps. Et donc, tout ce qui est un petit peu sur la même verticale est le même événement. Voilà. Et donc, un battement cardiaque m'a produit à la fois ce QRS, à la fois celui-là, à la fois celui-là. Vous voyez? Bien. Très bien. Après cela, après avoir vérifié l'étalonnage, après avoir nommé, daté, vérifié la qualité de l'ECG, on va commencer par l'interpréter. D'accord? C'est bon? On s'est arrêté là? Parfait, très bien. Et donc, l'interprétation d'un ECG normal va passer un petit peu par
Une succession d'étapes. Alhamdoulilah. Une succession d'étapes, mais une succession d'étapes qu'on va essayer de reproduire dans l'ordre. Hein. On va essayer de reproduire ça dans l'ordre pour ne rien oublier. Donc, si vous allez vous entraîner à utiliser une certaine méthode d'interprétation, une méthode qui est un petit peu exhaustive, mais dans un ordre précis, ça vous servira par la suite à être ordonné dans votre interprétation et de n'oublier aucune étape. Donc, moi, je vous propose celle-ci et c'est à chaque fois de la reproduire. Donc, la première étape était de vérifier la qualité de l'ECG. Après avoir fait ça, la deuxième étape consiste à faire quoi? Identifier le rythme et la fréquence cardiaque. Bien. Identifier le rythme passe par la pose d'une première question. Est-ce que le rythme est sinusal ou pas? Alors, pourquoi je me pose la question? Ça veut dire est-ce que le rythme est normal? Est-ce que le rythme normal du cœur est sinusal? Le rythme est-il normal et donc sinusal ou pas? Et dans ce cas-là, pour pouvoir le savoir, je dois disposer de critères qui me définissent le rythme sinusal. Si ces critères sont remplis, sont satisfaits, eh bien, je conclus que le rythme cardiaque est sinusal normal. Bien. Alors, on va définir ce que c'est qu'un rythme sinusal normal dans un premier temps. Et puis, on va essayer de traduire cette définition, ces différents points, en quoi? En critères électrocardiographiques. Alors, la question que je vais vous poser, pour vous, c'est quoi un rythme sinusal normal? Quand il y a toutes les ondes. Alors, oubliez les ondes, oubliez l'électrocardiogramme. Pensez uniquement au cœur. Et pour vous, c'est quoi un cœur? C'est quoi un rythme cardiaque normal? C'est une contraction auriculaire suivie d'une contraction ventriculaire. Exactement. Pourquoi auriculaire, ensuite ventriculaire? Pourquoi pas le contraire? Parce que le nœud sinusal est situé au niveau de l'oreillette droite. Et donc, c'est elle qui se contracte en premier, avant les ventricules. Exactement. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne réponse. Alors, je vais peut-être un petit peu rajouter des éléments. Qu'est-ce que j'entends par rythme sinusal normal? C'est quand la totalité du cœur est excitée par le nœud sinusal. Logique ou pas? Bien. Et si la totalité du cœur est excitée par le nœud sinusal, quelle est la cavité qui va s'exciter en premier? Ben, ça va être l'oreillette. Pourquoi? Parce que le nœud sinusal se situe au niveau de l'oreillette. Donc, il va exciter d'abord la structure adjacente, l'oreillette, ensuite le ventricule. Donc, je vais rajouter une chose. Un rythme sinusal normal, c'est quand la totalité du cœur est excitée par le nœud sinusal. D'accord? Oreillette d'abord, ventricule par la suite. Bien. Je rajoute quelque chose. Ben, pour passer aux oreillettes, au ventricule, ça doit passer par quoi? Par les voies de conduction normales. Et les voies de conduction normales sont le nœud AV, le faisceau de His et les branches. Donc, je vais rajouter un troisième élément en passant des oreillettes au ventricule par la jonction normale qui est le nœud AV, le faisceau de His et les branches. Bien. Donc, je résume. C'est quoi la définition d'un rythme sinusal normal? La totalité du cœur est excitée par le nœud sinusal. Oreillette d'abord, ventricule par la suite, en passant par le nœud auriculo-ventriculaire. Vous suivez ou pas? Oui. Très bien. Alors, voilà, c'est une définition qui paraît assez simple. Maintenant, il faut essayer de traduire cette définition en critères électrocardiographiques. Voilà. Alors, premier critère, on avait dit, la totalité du cœur est excitée par le nœud sinusal. Et donc, là, qu'est-ce que je vais dire? Oreillette d'abord, ventricule par la suite. Donc, on doit avoir une onde P, puis le QRS. Exactement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire chaque onde de P doit être suivi d'un QRS. Vous suivez ou pas? Premier critère. Pourquoi? Parce que c'est l'onde de P qui se transmet au ventricule pour donner un QRS. Si chaque onde de P n'est pas suivie de QRS, par exemple, est-ce que celle-ci a été suivie de QRS? Oui. Oui. Non. Celle-ci. Donc, P, QRS, P, P, QRS. Est-ce que celle du milieu a été suivie de QRS? Non. Non. Non.
Donc, si cet onde de P n'a pas été suivi de QRS, c'est que le nœud sinusal n'a pas pu exciter la totalité du cœur. Sur ce complexe, il a excité quoi? Uniquement l'oreillette. Vous me suivez ou pas? Oui. Très bien. Deuxième critère, je peux rajouter quoi? Il faut que chaque QRS soit précédé d'une onde P. Ce qui n'est pas la même chose, ce n'est pas le contraire de ce que j'ai dit. Voilà. Chaque onde de P suivie de QRS. Chaque QRS est précédé d'une onde P. Ça veut dire en d'autres termes que le ventricule ne s'excite pas de lui-même, mais l'excitation vient de l'oreillette. Pourquoi ce n'est pas la même chose que le premier paramètre? Ça se ressemble. Oui, oui, mais tout ce que ressemble n'est pas pareil, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est le premier paramètre qui n'est pas satisfait. Et ça, c'est la deuxième chose. Alors, je vais te poser une question toute simple. Est-ce que là, toutes les ondes P sont suivies de QRS? Oui. Oui, donc celle-ci est suivie de QRS, celle-ci est suivie de QRS et celle-ci est suivie de QRS. Donc, premier paramètre est satisfait. Mais est-ce que chaque QRS est précédé d'une onde P? Non. Non, voilà, celui-là n'est pas précédé d'une onde P. Et donc, s'il n'est pas précédé d'une onde P, c'est que pour ce complexe-là, le ventricule s'est fait exciter spontanément, sans que ça soit transmis par l'oreillette. L'excitation est venue d'ailleurs, elle est venue directement des ventricules. Et donc là, ce n'est pas un rythme sinusal. Vous suivez ou pas? Oui. Très Merci. bien. Voilà. Et donc, pour dire que tout le cœur a été excité par le nœud sinusal, oreillette d'abord, ventricule par la suite, il faut qu'il y ait quoi? Chaque onde P est suivie de QRS et chaque QRS est précédé d'une onde P. Si vous avez ça, vous devez avoir obligatoirement ça, une succession à chaque fois, P, QRS, P, QRS, P, QRS. Donc, si je vous dessine ça, est-ce que là, les deux critères sont satisfaits? Oui. Oui. Chaque onde de P suivi de QRS. Bien. Et chaque QRS est précédé d'une onde P. Et donc, si j'ai ce schéma-là, je sais que la totalité du cœur, n'est-ce pas, s'est faite exciter par le nœud sinusal, oreillette d'abord, ventricule par la suite. Que l'oreillette, c'est à chaque fois transmis au ventricule et que l'excitation du ventricule est à chaque fois venue des oreillettes. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui. Parfait, très bien. En passant par les voies de conduction normales, c'est-à-dire par le nœud AV. Et si ça passe par le nœud AV, ça doit avoir quoi obligatoirement? Intervalle PR. Ça doit avoir un ralentissement. Alors, si ça passe par ailleurs, par exemple sur une voie accessoire ou autre, une anomalie, eh bien ça passera rapidement. Mais si ça passe par le nœud AV, je sais que le nœud AV conduit lentement. Et si ça passe par le nœud AV, n'est-ce pas, c'est que c'est passé par une voie lente. L'espace PR. Exactement. Et donc, l'intervalle PR, non pas l'espace PR, mais l'intervalle PR doit être au moins supérieur ou égal à 0,12. Ou chemin supérieur égal à 0,12, ça veut dire qu'il ne doit pas être court. Vous pouvez répéter, docteur, s'il vous plaît. Bien sûr. Donc, deuxième critère. Oups, qu'est-ce que je fais là? Deuxième critère. Il faut que ça passe par le nœud AV. Si ça passe par le nœud AV, n'est-ce pas? Eh bien, ça doit subir un ralentissement. Et ce ralentissement est attesté par quoi? Par un intervalle PR qui doit être supérieur ou égal à 0,12. Ça. Imaginons que toi, par exemple, avec, je ne sais pas, Blida. Ça. Imaginons que tu es à Blida. Et moi, je suis à Alger. Ça. Et je te demande de me rejoindre par voiture. Ça. Mais il y a il faut passer par exemple, la route nationale numéro 1. Voilà. Il faut que tu passes par l'autoroute. Mais on passe par l'autoroute, mais l'autoroute, fais gaffe, elle est encombrée. Donc, tu vas perdre du temps, mais passe par là-bas. Toi, qu'est-ce que tu fais?
Ben, tu dis que l'autoroute est encombrée, je suis passé par l'autoroute à Douira, qui est libre. Oui. Moi, je t'attends dans 1 heure. Toi, après un quart d'heure, tu arrives. Et si tu arrives après un quart d'heure, est-ce que tu es passé par l'autoroute encombrée? Non. Non. Comment pourrais-je être sûr que tu es passé par l'autoroute encombrée? C'est parce que tu mets beaucoup de temps. Oui. Voilà. Donc maintenant, si tu passes dans un quart d'heure, si tu arrives après un quart d'heure, je suis sûr que tu n'étais pas passé par l'autoroute à Djiblida. Oui. Si maintenant tu arrives après 1 heure, là j'ai la preuve que tu es passé par l'autoroute encombrée. Oui. Oui, d'accord. Donc pareil, l'excitation va arriver du nœud sinusal vers au ventricule. Elle passe par une structure lente. Comment pourrais-je savoir si elle est passée par une structure lente? C'est quand elle perd trop de temps. Et quand elle perd du temps, ça va se traduire par quoi? Par un PR qui va être supérieur ou égal à 0,12. Il peut être supérieur. Hein. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas inférieur à 0,12. Si le PR est très court, c'est que c'est passé trop rapidement. Et si c'est passé trop rapidement, c'est que ce n'est pas passé par le nœud AV. D'accord. Merci. Voilà. Vous me suivez ou pas? Vous avez compris l'idée? Très bien. Alors l'idée, je la répète, je la réexplique. Donc, deuxième condition, il faut que l'excitation gagne les ventricules en passant par le nœud AV. Comme je sais que le nœud AV est à conduction lente, il ne faut pas que le PR soit trop court. Si le PR est court, n'est-ce pas? Eh bien, c'est que c'est passé par une structure rapide et non pas par le nœud AV. Très bien. Et donc, il faut que ça passe par le nœud AV, mais il faut que toutes les ondes d'excitation passent par le nœud AV. Et donc, qu'est-ce que je rajoute comme condition? Il faut que le PR soit égal à 0,12. En plus, il faut qu'il soit constant. Pourquoi il faut qu'il soit constant? Parce que si ça passe par la même voie à chaque fois, ben, ça consommera le même temps. C'est bon? Alors, Oui, d'accord. très bien. Donc, l'intervalle PR, la norme TAO, c'est entre 0,12 et 0,20 secondes. Donc là, ça fait combien de millimètres, ça? Donc, 1 millimètre en état de la standard, ça fait 0,04 secondes. 3,5 millimètres, exactement. Voilà. Intervalle fermé, hein, c'est-à-dire le PR normal, entre 3 et 5, et 3 et 5 appartiennent à la valeur normale. Ça. Pour dire que le rythme sinusal est normal, il ne faut pas que le PR soit inférieur à 3 mm en état de standard ou inférieur à 0,12. S'il est inférieur à 0,12, l'excitation est passée trop rapidement des oreillettes vers les ventricules et donc elle n'est pas passée par le nœud AV. Donc, deuxième critère, troisième critère du nœud sinusal, PR supérieur ou égal à 0,12. Il peut être long, je m'en fous, l'essentiel c'est qu'il ne soit pas trop court et qu'il faut qu'il soit constant. Pourquoi constant? Ça veut dire que ça passe toujours par les mêmes voies. C'est bon? Docteur, Oui. si le PR est inférieur à 3 mm, c'est-à-dire le passage c'est fait par quelle voie? Ah, bah, ça peut se faire vers une voie, ce qu'on appelle une voie accessoire, qui est une anomalie congénitale. Voilà, il y a une voie, il y a un faisceau, voilà, ce qu'on appelle le faisceau de Kent, un faisceau qui relie directement les oreillettes au ventricule. Donc ça, c'est pas normal. D'accord? Mais à ton avis, comment tu peux être sûr que c'est passé par le nœud AV? C'est quand ça perd trop de temps. Et la perte de temps de transmission se traduit par un PR supérieur ou égal à 0,12. Voilà. Très, très bien. Parfait. Alors, est-ce qu'on a fini tous les critères? Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on a reproduit ce qu'on a dit? Donc, je répète, un rythme sinusal normal, c'est quoi? C'est quand la totalité du cœur est excitée par le nœud sinusal, oreillette d'abord, ventricule par la suite, en passant par le nœud auriculo-ventriculaire. Et donc, on a traduit ça en critères. Chaque onde P doit être suivie de QRS, puisque c'est la totalité du cœur qui est excité par le nœud sinusal. Chaque QRS est précédé d'une onde P, c'est-à-dire que le ventricule ne s'excite pas tout seul, mais il
Il s'excite suite à la propagation de l'onde P. Et puisque ça passe par le nœud AV, il faut que le PR soit constant. Ça passe toujours par la même voie. Et il doit être ralenti, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0,12. Est-ce que là, ça vous suffit comme critère? Non. Oui. Est-ce que c'est suffisant ou on rajoute quelque chose? Et si on rajoute quelque chose, on doit rajouter quoi? L'intervalle entre deux QRS. Non, ça c'est la fréquence cardiaque. L'onde de P qui doit être positive, onde B2. Parfait, bravo, bravo. Alors tout ça est bien, sauf qu'il me manque une chose. Qu'est-ce qui me garantit? C'est réellement le nœud sinusal qui m'entraîne une onde P. Ça peut être un foyer auriculaire pathologique. Hein? Voilà, ça peut être un foyer ici, qui va m'exciter l'oreillette puis le ventricule en passant par le nœud AV. Et donc, il me reste un critère pour être sûr que finalement, c'est l'oreillette qui s'est faite exciter par quoi? Par le nœud sinusal. Vous suivez ou pas? Oui, très bien. Et alors... Docteur. Hein? Pardon? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Dernier critère vise à faire quoi? À vérifier quoi? Il vise à vérifier la chose suivante. C'est réellement le nœud sinusal qui a excité l'oreillette. Alors, quand je vous dis chaque onde P suivie de QRS, chaque QRS est précédé d'une onde P et que le PR est constant supérieur ou égal à 0,12, rien ne me dit que c'est le sinus qui va entraîner l'onde P. Ça peut être un autre foyer auriculaire. Donc, pour dire que le rythme est sinusal, pour dire que c'est le sinus qui a excité la totalité du cœur, il faut qu'il soit, lui, déjà, source de l'excitation auriculaire, c'est-à-dire, lui, source de l'onde P. En d'autres termes, est-ce que l'onde P que j'ai sur l'électrocardiogramme, est-ce qu'il est d'origine sinusale ou autre? Alors, autre quoi? Ça peut être un foyer pathologique auriculaire qui m'excite l'oreillette. Dans ce cas-là, le rythme n'est pas sinusal, vous serez d'accord? Vous m'avez compris ou pas? Oui. Exactement. Et donc, il nous manque un critère fondamental, c'est vérifier que l'onde P est réellement sinusale. Qu'est-ce que j'entends par une onde P sinusale? Je l'appelle comme ça, onde P sinusale. C'est une dépolarisation de l'oreillette qui s'est faite à partir du nœud sinusal. Et la question que je vais vous poser, sur l'ECG, comment vais-je déterminer une onde P sinusale? Qui a une réponse à cela? Est-ce que vous avez compris mon problème? On voit l'amplitude de l'onde P. L'amplitude de l'onde P, qui a une autre proposition. L'amplitude et la durée de l'onde P. La durée de l'onde. Durée de l'onde P, qui est une autre proposition. Le fait qu'elle soit positive dans les dérivations droites. Le fait qu'elle soit... Oui, c'est-à-dire positive, c'est quoi la positivité? C'est quoi? C'est la morphologie. C'est-à-dire, on va s'intéresser à la morphologie de l'onde P. Bien. Et je vais vous expliquer ça et il va falloir vous concentrer un petit peu. Ça. Alors, on avait dit que l'électrocardiogramme, c'était quoi finalement? Qui peut me rappeler la définition de l'électrocardiogramme? Enregistrement des variations électriques du cœur. Exactement. Projeté, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Projeté sur quoi? Sur des dérivations. Alors, vous savez ce que c'est qu'une projection? Une projection, c'est quand vous avez une image... C'est quoi une projection déjà? Ou je mets là une projection. Une projection, c'est quand vous dessinez quelque chose en supprimant quoi? Une dimension. C'est une phrase compliquée ou pas? Fatou, je fais des projections. Oui. Reproduire le tracé et avec des dimensions plus... Voici un cube. Vous voyez le cube ou pas? Le cube est en 3 dimensions, n'est-ce pas?
Il est dans l'espace, en 3 dimensions. Là, je vais le projeter. C'est quoi le projeter? Ben, je peux le projeter sur un plan. Et le projeter sur un plan, c'est quoi? C'est le dessiner, non pas en 3 dimensions, mais en 2 dimensions. Et projeter un cube sur un plan, ça me donne quoi? Un carré. Carré, exactement. Ouais. Est-ce que je peux encore projeter encore? Oui, je peux projeter ce carré, n'est-ce pas, en 2 dimensions, sur un axe. Et un axe, c'est combien de dimensions? C'est une seule dimension. Et ça me donne quoi? Un segment. Un trait, une droite. Voilà. Ce n'est pas une droite, mais c'est un segment. Un segment. D'accord? Oui. Très bien. Et donc, l'électrocardiogramme, en fait, c'est la projection de l'activité électrique, n'est-ce pas, hein, sur des axes, sur un truc unidimensionnel. Et l'axe, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'une dérivation. Voilà. En fait, l'activité électrique du cœur, avec un thorax, à l'intérieur du thorax, ben, il y a un cœur. Et l'activité électrique du cœur que je vais mettre en rouge est quelque chose, un petit peu, un nuage comme ça, électrique, qui est tridimensionnel. Et donc, l'électrocardiogramme, c'est quoi? C'est projeter cette activité sur juste un truc, ça passe en 3 dimensions, une indirectement, sur des axes qui sont des dérivations. Vous me suivez ou pas? Oui, docteur. Oui. Eh bien, c'est parfait, c'est parfait. Et donc, ces axes de dérivation, surtout les dérivations frontales, ben, sont des dérivations bien définies, hein, avec une orientation bien définie. C'est-à-dire quoi? Alors, je vais dessiner encore le thorax. Voici un thorax, n'est-ce pas, avec des épaules. Voilà. Et là, vous avez quoi? Je vais mettre une électrode négative sur l'épaule droite, une électrode positive au même niveau, hein, sur l'épaule gauche. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir une dérivation que je vais appeler comment? D1. Voilà, ce n'est rien d'autre que le D1. Mais le D1 n'a pas n'importe quelle orientation, hein. C'est une dérivation qui est horizontale, comme ça, parfaitement horizontale. Pourquoi? Parce que les deux sont mis au même niveau. Et un axe, c'est quoi en fait? C'est une droite orientée. Voilà, orientée toujours vers le côté positif. Et donc, D1, ça va être une dérivation qui va être horizontale, orientée vers la gauche. N'est-ce pas? Bien. Et donc, toute l'activité électrique, tout le nuage du cœur va être projeté sur un axe qui est horizontal pour me donner l'aspect de l'ECG D1. Vous me suivez? Oui. Alors, je continue avec les autres dérivations. Ben, attendez, nouveau partage. Je vais revenir au document. Bien. Et je vais revenir aux dérivations qui sont ici. Voilà. Très bien. Bien. Donc, si j'utilise maintenant l'épaule droite et la jambe gauche, j'obtiens le D2. Hein, et le D2, c'est une dérivation qui est non pas horizontale, non pas verticale, mais oblique. Voilà. Et le D2, c'est une dérivation qui est un petit peu à 60 degrés. C'est un petit peu la proportion entre... voilà. C'est cet angle-là. Cet angle que fait entre l'épaule et... Bien. Il est sensiblement le même. Et D2 est à combien? 60 degrés. Bien. Et donc, je peux dessiner un petit peu les différentes dérivations. Annotation, dessin, droite. Bien. Donc, D1 est comme ça. Hein. D1, oups, pardon. D1 est comme ça. D2, elle est à combien? À 60 degrés. Ensuite, je vais utiliser D3, l'épaule droite, l'épaule gauche, jambe gauche. Voilà, l'épaule est un petit peu décalée. Et ça me fait une troisième dérivation, comme ça. Voilà, à plus 120 degrés. Je peux utiliser aussi les dérivations unipolaires. Et unipolaire, c'est entre quoi? Centre du cœur, épaule droite. Ça fait combien? Épaule gauche, ça fait AVL. Et AVL est à peu près à moins 30 degrés. Épaule, enfin centre du cœur, jambe gauche. Après, j'ai enlevé la vidéo, moi. Bien. Donc, si c'est le centre du cœur qui est là,
il est à la même verticale que ça me fait quoi? Ça me fait une dérivation, voilà, qui est strictement verticale et qui fait un angle de plus 90 degrés avec D1. Centre du cœur, épaule droite, cette fois-ci, ça me fait une dérivation à peu près moins 150. Vous suivez ou pas? Donc, D1, c'est l'horizontale parfaite et je vais utiliser ce D1 comme zéro de référence. C'est-à-dire, je vais calculer les angles des autres dérivations par rapport au D1. Vous suivez? D2, ça va être à plus 60. AVF, centre du cœur, jambe gauche, à plus 90. En fait, j'utilise le centre horaire comme truc positif, voilà, comme ça, par convention. D3, à plus 120. D1 maintenant, enfin AVL, centre du cœur, épaule gauche, c'est de l'autre côté, c'est moins 30. Et AVR, à moins 150. Vous voyez que les dérivations, finalement, c'est des axes sur lesquels vont être projetés l'activité électrique du cœur, mais c'est des axes qui ont une orientation bien définie, qui dépend de quoi finalement? De la position des électrons. Est-ce que vous me suivez? Oui. Oui, vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Très bien. Vous Oui, docteur. comprenez ça, vous allez comprendre le reste. Très bien. Alors, ça m'explique pourquoi. Très bien. Pourquoi un petit peu l'aspect des ondes change selon les dérivations. On va expliquer pourquoi. Ça. Donc, je reviens à mon tableau et j'ai mes différentes dérivations. Bien. Alors, nouveau partage, tableau blanc. Très bien. Et donc, quand le nœud sinusal dépolarise l'oreillette, il ne va pas le faire n'importe comment. Comment il va le faire, le nœud sinusal? Il va le faire de sa propre localisation, n'est-ce pas? Il ne va pas le faire d'ici, il va le faire de là. Où se situe le nœud sinusal? Au niveau de l'OD, près de la veine cave supérieure. Hein? Il est un peu en haut, à droite, et même postérieur par rapport à l'ensemble des oreillettes. L'oreillette est au repos, et donc l'oreillette est comment chargée à l'extérieur? Positivement. Positivement. Positivement, exactement. Voilà. Donc là, ben, on est dans un petit peu le repos. Hein. Il n'y a pas eu encore d'excitation et toute l'oreillette est chargée comme ça, positivement. Et puis, le nœud sinusal élabore son excitation grâce à son automatisme. Et grâce à la conduction, il va commencer à dépolariser les cellules adjacentes. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, au fur et à mesure que la progression de l'excitation, il va y avoir des cellules qui se dépolarisent chargées négativement. Vrai ou pas? Et cette vague de charge négative, de dépolarisation, hein, puisque je prends en considération l'extérieur de la cellule, va se propager de proche en proche jusqu'à gagner l'ensemble du tissu auriculaire. Vous serez d'accord? Oui, docteur. Parfait. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va y avoir des dipôles électriques, des vecteurs électriques. Et un vecteur, c'est quoi? C'est quand vous avez une différence de charge. Et un vecteur va se faire entre une charge négative et une charge positive. Il va toujours orienter vers la charge positive. Donc, les petits vecteurs, je vais les mettre en rouge. Il va y avoir un vecteur ici, là, 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 là et là. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Et ces vecteurs se propagent. Alors, si je prends moi la résultante de ces vecteurs, vous savez ce que c'est que la résultante? La résultante, c'est le muhassila. Voilà. Ce n'est pas l'addition, l'addition pour des chiffres. En fait, voilà, la résultante, c'est un petit peu l'addition des vecteurs. On va dire ça. Si je prends l'addition de tous ces vecteurs, si j'ai un vecteur ici et un vecteur là, la résultante va être où? Là. On est d'accord? Vous vous rappelez ou pas? Oui.
Oui, exactement. Et donc, si je prends la résultante de tous ces petits vecteurs rouges qui vont aller un petit peu de droite vers la gauche et de haut en bas, il va y avoir un vecteur principal de l'onde P que je vais mettre par exemple en vert et qui va, c'est la résultante, hein, qui va être orientée comme ça. Pourquoi il est orienté comme ça? C'est un petit peu la résultante de tous les vecteurs. Il est orienté de droite vers la gauche et de haut en bas. Vous voyez pourquoi? Parce que l'excitation vient d'une sinuselle et elle gagne l'oreillette. Imaginons hein, dans un autre monde, dans un univers parallèle, n'est-ce pas? Il y a des humains comme nous, mais qui ont le nœud sinusal à droite. Qu'est-ce qui se passerait? Le vecteur d'activation de l'oreillette par le nœud sinusal serait orienté comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Très bien. Et donc, cette orientation du vecteur de l'onde P sinusale, n'est-ce pas, puisque c'est de ça dont il s'agit, dépend de quoi finalement? De sa position. Et ce vecteur est normalement orienté de haut en bas et de droite vers la gauche, et même d'arrière en avant, tout simplement parce que le nœud sinusal se situe en haut et à droite. C'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, pour savoir un petit peu que va me produire ce vecteur sur les différentes dérivations, ça va me donner quoi en D1, en D2, D3, il va falloir faire quoi à votre avis? Il va falloir projeter ce vecteur sur les différents axes de dérivation. Ah, c'est trop tard, je l'ai dit. Et donc, ça va donner quoi? Voici D1. Et D1, il est comment? Horizontal. Oui. Magna. Ça. Voici D2. D2, il a combien? Un petit peu en biais à plus 60 degrés. Oups. Ça, c'est AVF. D3. AVL. Et AVR. Que j'ai un peu raté. Voilà. À dommage, c'est les différentes dérivations. Et je sais que le vecteur de l'onde P sinusale doit être comment? Je vais le mettre en rouge, allez, ou là en vert pour garder la même couleur. Obligatoirement orienté, comment? De haut en bas et de droite vers la gauche. Droite vers la gauche. Exactement. Et donc, je vais le prendre, je l'ai pris, et je vais le projeter sur les différentes dérivations. Vous suivez ou pas? Oui. Très bien. Donc, je vais mettre la projection en rouge. Hein? Ça. La projection de ce vecteur en D1 va vous donner quoi? Ce vecteur. Une onde positive. Exactement. Est-ce que vous voyez la projection en rouge? Oui. Et donc, ça nous donne un vecteur, mais qui va dans le même sens que la dérivation. Et quand un vecteur va dans le même sens d'une dérivation, elle enregistre quoi? Une onde Positive. positive. Et donc, qu'est-ce que j'en conclus? Une onde de P sinusale doit obligatoirement se projeter dans le sens positif du D1. Pourquoi? Parce qu'elle va de droite vers la gauche et la dérivation D1 est orientée de l'épaule droite à l'épaule gauche, c'est-à-dire pareil, de droite vers la gauche. Et donc, une onde de P sinusale doit être obligatoirement positive en D1. D1. Bravo. Et donc, onde D1, si l'onde de P sinusale, je vais avoir une onde P, comment? Positive. Ça, c'est le D1. Je vais prendre le même vecteur, voilà, et je vais le projeter sur D2. Et ça donne quoi? Ça donne ce vecteur rouge. Ah, la projection en D2. Vous me suivez ou pas? Oui, docteur. Est-ce que ça donne une onde P positive? Oui. 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 Très bien. Question. Est-ce qu'elle va être plus ample ou la moins ample que D1? Est-ce que l'onde P va être plus ample en D1 ou en D2?
En d'autres termes, est-ce que la distance hadia, c'est le vecteur projeté, est plus grande Ben, elle que sera hadi? plus ample en D2. Bravo. Voilà. Donc, non seulement D2 va m'enregistrer une onde P positive, mais il va m'enregistrer une onde P positive encore plus ample. Là, parce que le vecteur de l'onde P sinusale est plus parallèle à celui de la dérivation D2. Vous me suivez ou pas? Oui, docteur. Est-ce que vous avez compris maintenant pourquoi les différentes ondes peuvent varier, être par la fois positives, par la fois négatives, et parfois amples, parfois moins amples, selon les dérivations? Ben, ce n'est rien d'autre qu'en fonction de quoi? De la projection de leur vecteur. Docteur, Oui, s'il vous plaît, je n'ai pas compris pourquoi elle est plus ample en D2. t'as pas compris. Oui, pourquoi elle est plus ample en D2? En fait, pardon, 2 secondes. Hein. Oui, Hamaloch. Oui, oui. Quoi? Contre de la CX. Donc c'est une courroie, une simple courroie. D'accord, très bien. Tu le fais. Et si il y a un angioplastie à faire, si les contrôles n'est pas satisfaisant, là, si je peux passer à l'effet bureau. Hein? Dolka, je passe Dolk. Dans un quart d'heure, je vais passer. Ok, d'accord. Bien. Alors, je répète l'explication parce que ça, c'est fondamental. Hein? Bien. Donc, est-ce que vous avez compris que ça, c'est le vecteur de l'onde de P sinusale en vert? Est-ce que vous avez compris ça? Oui. C'est bon? Très bien. Et ce vecteur va être vu par les différentes dérivations qui sont les axes. Mais il va être vu selon des angles différents. Donc, pour savoir comment la dérivation va voir un petit peu ce vecteur, il suffit de le projeter. Et donc, si je projette ce vecteur sur D1, est-ce que vous croyez que D1 va voir tout ça? Non, elle ne peut pas voir tout ça. Elle ne peut pas voir toute cette longueur. Elle voit quoi? Elle voit juste la proportion projetée. C'est-à-dire, elle voit ce qu'il y a juste en rouge. Vous me suivez ou pas? Oui, oui. Très bien. Alors, D2, elle peut aussi voir le vecteur parce qu'il va être projeté également sur le D2. Mais est-ce qu'elle voit la totalité du vecteur? Non, elle voit juste sa projection. Donc, elle voit quoi le D2? Cette partie. Vous me suivez ou pas? Oui. Très bien. Et donc, quelle est celle qui voit le plus grand vecteur, D1 ou la D2? D2. D2. Et donc, est-ce qu'elle va enregistrer une onde P plus ample ou moins ample? Plus ample. Plus ample, exactement. Donc, les deux vecteurs projetés vont dans le même sens de la dérivation. Et donc, les deux vont enregistrer une positivité, on est d'accord? Sauf que D2 voit mieux le vecteur parce qu'elle est plus parallèle. Et donc, elle va enregistrer une plus grande positivité. Vous suivez ou pas? Oui, oui. Très bien. Alors, chauffe-eau. Ce stylo, vous le voyez ou pas? Oui. Voilà. Bah, regardez, moi, je suis comme ça. Oups. Moi, je suis de profil. On chauffe le stylo de profil, comme ça. Yak. Oui. Et vous, il est face caméra. Vous le voyez de face. Oui. Oui. Très bien. Qui Oui. voit la plus grande longueur? Anna ou la Touma? Ben, vous Il y en a voyez un. un point, normalement. Exactement. Donc, Touma, le stylo est un petit peu comme ça. Voilà. Vous êtes là, votre œil. On ne voit pas. Et vous voyez la plus grande longueur. Et donc, Oui. si je vous demande de dessiner, vous allez dessiner un gros stylo. Moi, je suis là. Donc,
Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois juste la projection. Et si vous me demandez de dessiner stylo, je vais dessiner ça. Voilà. Parce que vous le voyez de face. Et moi, je le vois comment? De profil. Oui. Qui va apprécier la plus grosse longueur? C'est celui qui est en parallèle avec lui. Et donc, D2 étant plus parallèle au vecteur de l'onde de P que D1, non seulement elle le voit, mais elle le voit d'une manière plus grande. Vous suivez ou pas? Oui. Eh bien, on continue. Je vais projeter l'onde de P sur AVF. Est-ce que ça tombe sur la partie positive ou la négative? Positif. Positive. Et donc, l'onde P sinusale également doit être positive en AVF, obligatoirement. Ça. Maintenant, je vais faire une chose. D2, AVF, D3, AVR. Heilig AVR. Je vais projeter maintenant l'onde de P sur AVR. Est-ce que ça tombe sur la partie positive ou la négative? 0, non? Négative. Pourquoi? Parce que AVR est orienté vers la droite. Centre du cœur, épaule droite. Et donc, la projection du vecteur de l'onde de P tombera sur la partie négative de l'axe. Et donc, l'onde de P, comment elle va être en AVR? Négative. Négative, exactement. Et donc, rien qu'en analysant la morphologie, c'est-à-dire la positivité ou la négativité de l'onde de P sur les différentes dérivations, je pourrais déduire quoi? L'orientation de son vecteur d'activation. Et si j'obtiens l'orientation vecteur, je saurai de quel point est partie l'excitation. Est-ce que vous avez compris le raisonnement? Oui. Ouais. Et donc, on peut dire quoi? On peut dire qu'une onde de P sinusale, lorsque elle est obligatoirement positive en D1, positive en AVF et négative en AVR. Mais bon. حمروش نديرو يا با بروبليم لا خلي حمروش ديرو يجي هو يديرو حمروش جو vais l'assister. Ok. Bien. Très bien. Et donc, on va résumer tout cela et on va vérifier sur notre tracé. Oups. Où est-ce que je suis? Voilà. Bien. Donc, on va un petit peu ajuster nos critères. On va dire quoi? On va dire que partager le document, interprétation, très bien. Donc, pour parler d'arythme sinusale, il faut quoi? Il faut que chaque complexe QRS préside une onde P, chaque onde P est suivie de QRS, n'est-ce pas? L'onde de P, enfin l'intervalle PR doit être constant supérieur ou égal à 0,12. Et troisième critère, ou la quatrième critère, il faut que l'onde de P soit positive en D1, D2, AVF, négative en AVR. Donc, il sert à quoi la dernière ligne, onde P positive en D1, D2, AVF, négative en AVR? Elle sert à m'assurer, c'est bien le nœud sinusal qui a dépolarisé l'oreillette. Est-ce que vous avez compris? Oui, docteur. Parfait. Très bien. Donc, allez, on va voir sur le tracé. Est-ce que ce rythme est sinusal? Normal. Première étape, vous remarquez que chaque onde P est suivie de QRS, n'est-ce pas? Ben, là, il va falloir vérifier cycle par cycle. Hein. C'est le cas. Deuxièmement, chaque QRS est précédé d'une onde de P. Là aussi, c'est le cas. Troisièmement, l'onde de P est positive en D1, D2, AVF, négative en AVR. Et quatrièmement, l'intervalle PR reste le même, il est constant. Il est à combien? À combien de millimètres? 1, 2, 3, 4, 5 millimètres. Est-ce que 5 millimètres, ça fait combien de secondes? 0,20 secondes.
Et donc, est-ce qu'il est supérieur ou égal à 0,12? Oui. Oui. Et donc, le rythme sinusal normal. C'est bon? Bien. Est-ce que c'est bon pour que je puisse passer à autre chose? Oui. Parfait. Donc, après avoir identifié le rythme et après avoir s'assuré que le rythme est sinusal normal, on va faire quoi? On va savoir s'il est régulier ou pas. On va qualifier maintenant le rythme. Donc, je sais qu'il est sinusal, mais je peux avoir un rythme sinusal régulier, je peux avoir un rythme sinusal irrégulier. Bien. Alors, comment définir une régularité du rythme? À votre avis, ça va être quoi le reflet sur l'électrocardiogramme? Mhm. Oui. Est-ce que ça va être la distance entre les ondes PP? Est-ce que ça va être la distance entre les ondes T? La distance entre les Entre les QRS. Entre les QRS. Exactement. Voilà, c'est la distance entre les QRS. Pourquoi la distance entre les QRS? Parce que pour nous, la fréquence cardiaque, c'est la fréquence des ventricules. Allez prendre la fréquence au pouls. Et le pouls, c'est la contraction ventriculaire. Excusez-moi 2 secondes. Hamalo, je suis en phase aiguë. Oui, très bien. Tu vas l'installer. Ah, parfait, très bien. Installe-le, j'arrive. Installe-le, commence, j'arrive. Donc, finalement, la fréquence cardiaque et le rythme cardiaque sont jugés sur quoi? Finalement, sur la régularité des QRS ou plus précisément la régularité de l'espace entre les QRS. Alors, ça va être quoi un rythme régulier à l'électrocardiogramme? Eh bien, ça va être la même distance entre les QRS. Elle ne varie pas. Voilà, c'est un petit peu le reflet de la régularité. Si la distance varie, c'est que le rythme est irrégulier. Mais le cœur n'est pas une horloge suisse, n'est-ce pas? Non plus. Hein? Il ne peut pas être très précis. Bien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut quand même tolérer une certaine différence entre l'espacement des QRS à condition que cette différence ne soit pas trop grande. Et qu'est-ce qu'on peut tolérer? On peut tolérer jusqu'à 0,12 secondes. Alors 0,12, c'est combien de millimètres en étalonnage standard? 3 mm. 3 mm, exactement. Voilà, 3 mm. Et 3 mm entre quoi et quoi? 3 mm entre l'espace RR le plus court et l'espace RR le plus lent. Bien. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si l'espace RR le plus court, le plus lent, moins l'espace RR le plus court dépasse les 3 mm, c'est que la différence de distance entre les QRS est trop grande. Et dans ce cas-là, je conclus que c'est un rythme irrégulier. Si maintenant la distance entre l'espace RR le plus court et le plus lent ne dépasse pas les 3 mm, ça reste relativement le même et je conclus un rythme régulier. Donc, je lui permets quand même une certaine imprécision. Hein, voilà. Je ne suis pas comme ça à la milliseconde près. Et donc, sur ce tracé, est-ce que le rythme est régulier ou pas? Ce n'est pas un rythme régulier. Ah, pourquoi cela? Est-ce que tu peux nous donner des trucs plus objectifs que ça? Alors, pour savoir, pour être plus objectif, il suffit que tu prennes l'espace RR le plus court, on l'a mesuré, et le plus lent, il fait 26 mm. La différence entre les deux est de combien? 7. 7, c'est trop important pour dire que le rythme est régulier parce que ça dépasse les 3 mm voilà, de tolérance. Et donc là, l'espace RR le plus lent et le plus court sont trop différents pour dire que le rythme est régulier. Donc, on conclut à quoi pour le moment? Le rythme est irrégulier. Rythme sinusal, normal, irrégulier. Bien. Et donc, sur un tracé ECG, nommé, daté, de bonne qualité, on conclut à l'interprétation
pour le moment, un rythme sinusal normal, irrégulier. Vous me suivez ou pas? Oui. Oui, docteur. Bien. Quelle va être la prochaine étape? Le calcul de la fréquence. Exactement, le calcul de la fréquence cardiaque. Alors, dis-moi, Donc, le nombre de battements sur une période donnée, que, par écoute, exemple... le QRS, non pas de battement, parce que tu as l'électrocardiogramme. Ah oui, oui, le nombre de QRS sur une période donnée qu'on multiplie par, par un chiffre pour obtenir le nombre de minutes correspondantes. Donc, je ne sais pas si m'exprimer. Par quelque chose. Oui. Alors, je vais poser une question. Non, ma question est, donc on a vu que le reflet de la régularité, c'est l'espace RR constant, n'est-ce pas? C'est le reflet de la régularité du rythme. Quel est le reflet de la fréquence cardiaque sur le CG? Fais-moi la question. Non. C'est le nombre de QRS dans un intervalle donné de temps. Oui, mais l'électrocardiogramme, c'est l'enregistrement de l'activité cardiaque en fonction du temps. Et le reflet de la fréquence cardiaque, ce n'est rien d'autre que la distance entre les QRS. Donc, plus cette distance est grande, alors je reviens, distance entre les QRS, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si cette distance est grande, eh bien, la fréquence est lente. Si cette distance est petite, ben, la fréquence est comment? Rapide. Exactement. Vous me suivez ou pas? Est-ce que vous avez compris le principe? Oui. Très bien, voilà. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez les principes et non pas... Bien, alors là, j'ai plus le truc avec la barre d'outils. Zoom, je ne réussis plus à la voir. Enregistrer. Hein? Avec la barre où quelle annotation, tout ça est parti, je sais pas. Vous n'êtes pas en train de partager, c'est pour ça. Ah, je suis pas en train de partager. Ouais. Ok, très bien. Bien, là, tu as raison, là j'ai partagé. C'est bon? Hein? C'est bon, docteur, c'est bon. Bien, merci. Donc, annotation. Ah non, très bien. Donc, finalement, le reflet, un petit peu, de la fréquence cardiaque, c'est cette distance. Si cette distance est courte, c'est-à-dire j'ai, après un laps de temps très court, un nouveau QRS. Et donc là, je conclue à une fréquence cardiaque rapide. Si cette distance est longue, c'est-à-dire que le temps, puisque sur l'axe horizontal, c'est le temps entre deux battements est lent. Et plus le temps entre deux battements successifs est lent, plus la fréquence est basse. Vous me suivez ou pas? Oui, docteur. Donc voilà, donc le reflet de la fréquence cardiaque sur l'électrocardiogramme, ce n'est rien d'autre que la distance entre les QRS. Donc comment vais-je mesurer cette distance? Eh bien, ça dépend. Ça dépend si cette distance est constante ou si elle est variable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la méthode de mesure de la fréquence cardiaque va être quoi? Va être différente selon ce que le rythme soit régulier ou pas. D'accord? Pourquoi? Alors, c'est vrai qu'il y a une méthode un petit peu bébête qui consiste à faire quoi? Prendre un certain temps, par exemple 30 secondes, calculer le nombre de QRS, ça me ferait le nombre de battements par seconde, je multiplie par 2 pour faire une minute et j'ai la fréquence cardiaque. Vrai ou pas? Oui. C'est un petit peu la méthode Oui. que vous faites quand vous prenez le pouls. Hein. Donc, si je vous demande de prendre la fréquence cardiaque d'un patient, vous allez prendre le pouls. Hein. Vous allez prendre pour une minute. Vous allez compter le nombre de battements et vous avez la fréquence cardiaque. Si vous êtes un petit peu trop pressé, vous pouvez prendre juste sur 30 secondes et multiplier le chiffre que vous trouvez par 2. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui.
Très bien. Maintenant, imaginons une chose. Si le rythme est régulier, la distance est la même entre les QRS. Hein? Pourquoi prendre bêtement une distance de 10 complexes QRS ou la 20 alors que c'est toujours la même? La distance entre les QRS, puisqu'il reste la même, il suffit de mesurer une seule pour déduire la fréquence cardiaque. Vous me suivez ou pas? Oui, monsieur. Très bien. Oui. Et donc, comment voir la fréquence cardiaque quand le rythme est régulier? Rythme régulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la même distance. Voilà. Et si c'est la même distance, il suffit de faire quoi? De prendre le temps qu'il y a entre deux QRS, puisque c'est le même. Voilà, le temps et le multiplier, enfin diviser par 60. Alors, je m'explique. Ça. Imaginons que je suis en international standard. En international standard, شحال كاين من millimètres? Un gros carreau. 5 mm. 5 mm. Très bien. Et 5 mm, c'est combien de secondes? C'est 0,04, 1 mm fois 5. Et c'est 0,2 secondes. Ah, c'est 0,2 secondes. Je suis 0,12, non. 0,2, c'est 3. Là, c'est 0,20 ou 0,2. On est d'accord? Hein? Oui. Très bien. Imaginons que j'ai sur un électrocardiogramme un QRS, chaque gros carreau, comme je suis en train de dessiner. Déjà, c'est une fréquence rapide. Hein? Voilà, je vous l'accorde. Et donc, chaque gros carreau, j'ai un nouveau battement. Et donc, j'ai un nouveau battement chaque combien? 0,20 secondes. 0,20 secondes, exactement. Chaque 0,20 secondes, j'ai un nouveau battement. Donc, en une seconde, j'ai combien de battements? 5. 5. Exactement. Et en une minute, j'ai combien de battements? Je multiplie par 300. 300, exactement. Vous voyez? Et donc, la fréquence cardiaque est de 300 si j'ai quoi? Un battement chaque gros carreau. Vous me suivez ou pas? Oui. Très bien. Si maintenant, j'ai pas 300, c'est rapide, hein, c'est fréquence rapide. Imaginons maintenant, j'ai un QRS, chaque non pas 5, mais 10 mm. 10 mm, ça correspond à combien? 0,4 secondes. 0,4 secondes. Donc, j'ai combien de battements en une seconde? Je multiplie par quoi? Par 2,5. 0,4 secondes par 2,5, ça fait quoi? Une seconde. On est d'accord? Oui. Et j'ai 2,5 battements par seconde. On est d'accord ou pas? Oui. Bien, 2,5 battements par seconde par une minute, qui est la fréquence cardiaque, c'est combien? 150. 150. Voilà. 150. Et 150, c'est quoi finalement? C'est 300 qui divise 2. Vous me suivez? Oui. Si j'ai maintenant 4 gros carreaux, 4 gros carreaux, ça correspond à combien? 0,8. 0,8. J'ai combien de 0,8 par seconde? Allez, qu'est-ce qu'on va faire? 0,8. Yak. Hein? Oui. Très bien. Chaque 0,8 secondes, j'ai un battement. Alors, si je multiplie pour avoir une seconde et puis par 60 pour avoir une minute, j'obtiens quel chiffre? 75. Et 75, c'est quoi? C'est 300 qui divise 4. Exactement. Donc, je peux en déduire une règle, laquelle la fréquence cardiaque quand le rythme est régulier est 300 que divise le nombre de gros carreaux séparant deux QRS. Si c'est 1, ou je mène à 1, chaque gros carreau, j'ai un QRS. Ben, la fréquence cardiaque est de 300. Si c'est 2 gros carreaux qui séparent deux QRS, la fréquence est de 150.
Si c'est 3, la fréquence est de combien? 100. 100. Exactement. Si c'est 4, 75. 75. Si c'est 5, 60, etc. Est-ce que vous avez compris un petit peu le principe? Oui, docteur. Oui, très bien. Donc ça, c'est une méthode très simple qui a l'avantage d'être rapide, qui permet d'estimer la fréquence cardiaque, de calculer la fréquence cardiaque en prenant en considération un seul complexe, enfin un seul espace RR. Pourquoi? Le rythme étant régulier, tous les espaces RR sont pratiquement les mêmes. Ça ne sert à rien de mesurer une vingtaine. Mesurer un seul, puisque c'est le même, vous donnera la fréquence cardiaque. Selon quelle formule? 300 que divise le nombre de gros carreaux séparant deux QRS. Pourquoi? Parce que dans un gros carreau qui sépare deux QRS, vous avez 0,2 secondes et vous avez 300 0,2 secondes par minute. C'est de l'arithmétique. Hein. Si vous n'avez pas compris, revoyez ça à tête reposée et vous voyez que ça tient la route. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, docteur. Très bien. Et irrégulier. Est-ce que je peux utiliser cette méthode? Non, voilà. Vous dites non parce que vous avez vu ma tête basculer de droite vers la gauche. Pourquoi? Parce que l'espace RR n'est plus le même. Et donc, un seul n'est plus représentatif de tous les autres, puisqu'il varie. Là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser la méthode Bébête. Et c'est quoi la méthode Bébête? C'est calculer un certain nombre de complexes sur une durée et rapporter ça à une minute, tout simplement. Bien. Alors, je vais calculer sur quelle distance? Est-ce que je vais calculer le nombre de complexes QRS par minute? Je peux faire ça, mais calculer sur une minute, c'est beaucoup tracé. Hein? C'est 4 ou 5 pages de CG. Hein? C'est beaucoup une minute, le CG. Bien. Donc, est-ce que je peux calculer sur 30 secondes? Oui, 30 secondes. 30 secondes, mais je multiplie par quoi? Le nombre de complexes QRS que je trouve, fois 2. Voilà. Si je calcule pendant 15 secondes. Fois 4. Fois 4. Si je calcule pendant 6 secondes. Fois 10. Fois 10. Ça me plaît bien. Hein, voilà. Pourquoi? Parce que 6 secondes, ce n'est pas très long à l'ECG, donc c'est faisable. Avoir une longueur de tracé de 6 secondes, c'est faisable. Et parce que 6 secondes, ça permet de faciliter mon multiplication parce que je dois multiplier par 10. Ou jadwal ashra et ça. أكو حافظينه جدول 10. Normalement. Oui, Hamroch. Oui, oui. Là, dès la phase aiguë, même avec une salle. Dès lors, même avec une salle. Dès lors, même si elle n'est pas nettoyée, il ne faut pas retarder, Tanil. Ah bon, carrément. Et fais bouger, je suis à nous. avec nous. D'accord, ça fait de la peine pour une phase aiguë. Et à combien? Bien, très très bien, parfait. Désolé. Bien. Donc là, quand le rythme est irrégulier, je dois prendre sur une certaine durée. En fait, je moyenne, hein, et puis je vais multiplier par 10 si je prends 6 secondes. Alors, dites-moi, une dernière question. 6 secondes, c'est combien de gros carreaux? Donc, un gros carreau, c'est 0,2 secondes. Fois 5, 5 gros carreaux, ça fait 1 seconde. 5 fois 6, ça fait 30. Donc, je vais prendre le nombre de QRS sur 30 gros carreaux. Et le chiffre que je vais trouver, il suffit de multiplier par 10 pour avoir la fréquence, comment? Moyenne. Pourquoi je dis moyenne? Parce que le rythme est irrégulier. Bien. Très bien. Alors, application. Oui. Donc, souris. On a conclu que le rythme était sinusal. On a conclu également que le rythme est irrégulier, n'est-ce pas?
quelle méthode de fréquence je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser la règle des 300 que divise le nombre de gros carreaux qui séparent deux QRS? Ou là, je vais moyenner sur 6 secondes, sur 30 La carreaux. règle des 300. Et ben c'est la deuxième, puisque le rythme est... Non, c'est une blague. Tu as fait exprès, je suis sûr. Tu ne peux pas utiliser la règle des 300 parce que le rythme est comment? Irrégulier. Oui. Et donc, c'est l'espace RR n'est pas le même. pas le même. Voilà. Et donc là, j'ai utilisé la méthode des 30 carreaux. Et 30 carreaux, ça fait à peu près ça. C'est la ligne rouge que vous voyez en bas. Et là, je vais compter un petit peu le nombre de complexes. 1, 2, 3, 4, 5. Oups, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, la fréquence moyenne est de combien? 80. 80. Et de multiplier 10, puisque j'ai pris sur 10 secondes. Bien. Et donc, on est arrivé à quelle conclusion? Sur un tracé de bonne qualité, nommé daté, on a identifié pour le moment un rythme sinusal, normal, irrégulier, avec une fréquence moyenne de 80 battements par minute. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, docteur, oui, c'est moi. Vas-y. Vas-y, Zohra. Oui, je peux répéter, mais répéter quoi? Par exemple, la technique de calcul de la fréquence cardiaque? Les deux méthodes, très bien. Bien. Donc, en fait, je reviens sur le principe de base. Le principe de base de calculer... Ah, la deuxième méthode. Très bien. Oui, la deuxième méthode est très simple. Hein. Voilà. Quand le rythme est irrégulier, vous devez moyenner la fréquence cardiaque. Et c'est quoi moyenner? C'est prendre le nombre de battements sur une durée et reporter ça à une minute. Vous pouvez prendre le nombre de QRS sur une minute et vous avez la fréquence cardiaque. Une minute, ça vous fait 5 mètres de tracé. Prenez pas sur une minute, prenez sur 30 secondes. Le chiffre que vous trouvez, multiplié par 2, vous avez la fréquence cardiaque. Mais 30 secondes, ça vous fait 2,5 mètres de papier, c'est beaucoup. Vous pouvez prendre sur 15 secondes et vous multipliez par 4. Ou bien, vous pouvez prendre sur juste 6 secondes, bien, et vous multipliez par 10. Alors ça, vous pouvez même quand vous ferez la fréquence cardiaque au pot. Ben, si je suis extrêmement précis, je vais avoir une fréquence cardiaque rapide, je prends le pouce sur 6 secondes. Si je trouve 6 battements, je compute la fréquence est de 60. Je multiplie par 10. Bien. Et donc, pour appliquer cette méthode, il suffit d'avoir une information en étalonnage standard, 6 secondes hein, sur l'axe horizontal correspond à combien de distance, combien de gros carreaux. Je sais qu'un petit carreau, c'est 0,2 secondes. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 gros carreaux, c'est 1 seconde. Donc, ça, regardez, ça, c'est 1 seconde sur le CG. Mais moi, j'ai envie d'avoir 6, donc je vais multiplier 1, 2, 3, 4, 5 fois 6. Et 5 fois 6, ça fait 30. Et donc, je ne dois pas prendre juste cette distance, mais 5 fois cette distance. 1, 2, 3, 4, 5. Je dois prendre sur 30 carreaux. Voilà, c'est un petit peu la flèche en rouge. Et donc, si je compte le nombre QRS, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai eu 8 QRS sur 10 secondes, sur 6 secondes. Donc, j'ai combien de QRS sur une minute? Je multiplie 8 fois 10 et j'obtiens combien? 80. Fréquence moyenne égale de 80. Il y a un carreau en plus, oui, peut-être qu'on a mal. Tu les as comptés sans badges. Bon. Alors, si j'enlève un carreau, voilà, si tu me dis qu'il y a un carreau en plus, donc, et la fréquence moyenne est de 70. Bien, très bien. Est-ce que c'est bon? C'est bon pour la technique de la fréquence cardiaque? Oui? Oui, monsieur. Parfait. Troisième étape. Elle consiste à l'interprétation des ondes. Bien, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va interpréter séparément
les QRS, les ondes de P, les ondes de T, les intervalles, etc. Alors, comment allons-nous procéder? Je vous pour ne pas, pour un petit peu ne pas oublier, on va aller dans la même chronologie de le cycle cardiaque. C'est-à-dire qu'on va commencer d'abord par interpréter quoi? L'onde de P. Ensuite, qu'est-ce qu'on interprète? L'espace. L'intervalle PR, exactement. Bien, PR. Ensuite, Le complexe QRS. QRS. Ensuite, L'intervalle. Le segment ST. segment ST. Ce n'est pas l'intervalle, on ne peut pas le mesurer. Segment ST. Et puis par la suite, l'an 2. T. T. On peut finir par un autre intervalle qui est l'intervalle QT. Vous voyez? Donc pourquoi on procède dans cet ordre? En fait, c'est l'ordre chronologique un petit peu de l'apparition des différentes ondes. Et on procède dans cet ordre pour faire quoi finalement? Pour ne rien oublier. Hein. Si je saute du QRS vers l'onde T, en survient vers l'onde P, j'ai oublié des choses. Donc je préfère être un petit peu exhaustif et partir dans l'ordre chronologique, onde P, intervalle PR, QRS, segment ST, onde T, et je finis par l'intervalle QT. Bien, et donc on va commencer par l'onde de P. Et l'onde de P, c'est une onde, mais pour chaque onde, on va essayer de suivre le schéma suivant. Voilà, le schéma qui consiste à un petit peu analyser pour chaque onde les différents aspects qui obéissent à l'acronyme ADAM. ADAM. Vous savez ce que c'est qu'un acronyme? Acronyme, c'est comme des initiales, hein, comme quand vous dites KGB, CIA, c'est des acronymes. Et donc, pour chaque onde P, QRS ou T, je vais essayer de suivre cet acronyme. Alors, A, c'est la première des choses. Et A, c'est quoi? C'est en fait, A, c'est l'amplitude. Oui. D comme durée. A comme axe. Et M comme morphologie, exactement. Bien. Donc, je vais essayer d'appliquer tant que je peux ça pour l'onde P, pour les QRS et pour l'onde T. Voilà. Alors que les intervalles, c'est plus simple, il suffit juste de les mesurer. Vous avez juste une onde par rapport à leur durée. C'est des intervalles. Bien, sauf que je ne peux pas faire tout ça pour toutes les ondes. Vous savez par exemple que je ne peux pas avoir la durée de l'onde T. N'est-ce pas? La durée de l'onde T, je ne peux pas l'analyser. Mais en fait, chaque caractéristique va être d'importance. Chaque caractéristique va être d'importance différente selon les différentes ondes. Par exemple, hein, alors je vais refaire simple, c'est important. Voilà, nouveau partage. Et je vais répéter. Bien, et donc je vais dire la chose suivante. Donc pour chaque onde, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc Adam, onde P, QRS, onde T. Donc pour l'onde P, le plus important, ça va être quoi? Ben, finalement, ça va être l'amplitude et la durée qui est la plus importante. Un petit peu la morphologie. Pour les QRS, ça va être la totale, l'amplitude, la durée, l'axe. Vous voyez que l'axe de l'onde P n'est pas très important. Et la morphologie. Par contre, pour l'onde T, je ne peux pas mesurer la durée, c'est clair. Et donc, l'essentiel, ça va être quoi? Ça va être la morphologie et l'amplitude. Voilà. Vous voyez que l'analyse des ondes va être adaptée à chaque élément important. Donc, commençons par l'onde de P. Bien. Et l'onde de P, il va y avoir des normes par rapport à sa durée, son amplitude. Les normes, je vais vous le donner. Donc, la durée de bien. Et la durée va être, enfin, l'amplitude doit être inférieure à 2,5 mm ou 0,25 millivolts si vous préférez. Donc, 2,5 mm. Alors, vous savez, je vous laisse un exemple où on a, je refais le partage. Qu'est-ce qui se passe? Tableau blanc, G. Voilà. Donc là, remarquez une chose, c'est que on vous a donné les normes en millimètres, n'est-ce pas?
Alors ça veut dire quoi? C'est en étalonnage standard. Voilà, donc vous devez d'abord vous assurer que votre ECG a été fait en étage standard pour pouvoir utiliser cette norme. Très bien. Alors, question. Où est-ce que je vais mesurer la durée et l'amplitude de l'onde de P, à votre avis? Là où elle est la plus ample Exactement. Voilà. Pourquoi là où elle est la plus ample? pour pouvoir mesurer plus. Pour Oui, pouvoir mais mieux la pourquoi? voir et l'apprécier. Pourquoi? Aucune idée. Ah ben, je vais vous refaire l'exemple du stylo. Voici C'est un l'axe le stylo. plus parallèle. Oula, mathématique. C'est l'axe le plus parallèle. Exactement, bravo. Voici un stylo. Agda. Donc, vous êtes de face, vous pouvez apprécier la véritable longueur. Et moi, je suis de profil, ben, je le vois petit. On est d'accord. Maintenant, si vous me posez une question, est-ce que tu peux estimer la véritable longueur de ce stylo? Qu'est-ce que je vais faire? Pouvoir voir sa queue, sa longueur. Et donc, on va dire la chose suivante. Finalement, la dérivation qui voit le mieux l'onde de P, celle qui est à même d'apprécier le plus sa véritable longueur, sa véritable amplitude, c'est celle qui est la plus parallèle à son, à quoi? À son vecteur. Et je sais que l'onde de P sinusale est comment l'onde P sinusale? Ben, son vecteur va de haut en bas et de droite vers la gauche. Et le vecteur est obligatoirement comme ça. Alors, quelle est la dérivation qui est la plus parallèle à ce vecteur en biais? Eh bien, ce n'est rien d'autre que le D2. D2. Exactement. Voilà. Et donc, on va prendre le D2 comme dérivation conventionnelle pour mesurer l'onde de P. Pourquoi? Parce que c'est elle qui permet de voir le mieux l'onde P. D'accord? Bien. Alors, si l'onde de P est augmentée de durée ou d'amplitude, eh bien, ça signifie qu'il y a eu surcharge auriculaire, c'est-à-dire dilatation des oreillettes. Application, est-ce que l'onde de P dans notre électrocardiogramme est normale? Bien, alors on va essayer de la mesurer. Oups. Donc, dans quelle dérivation je vais la mesurer finalement? Je vais la mesurer en D2. Et là, en bas, vous avez un agrandissement du D2 ou, voilà, ça c'est PR, c'est autre chose, où la durée est de 2,5 mm. Donc, vous devez convertir ça en secondes. 2,5 mm, c'est 0,10 secondes. Et l'amplitude 1,5. Et donc, elle reste normale en durée et en amplitude. Bien. Morphologie de l'onde de P. En fait, la morphologie, on en a déjà parlé. C'est quoi une onde de P qui est normale? Ben, une onde de P qui est normale, c'est une onde de P qui est positive en D1, AVL, enfin D1, D2, AVR, D1, D2, AVR, négative en AVR, c'est l'onde P sinusale. On peut rajouter qu'elle doit être positive en V5, V6 pour les mêmes raisons. C'est que V5, V6, c'est des dérivations latérales. Si tu es à gauche, le vecteur va de droite vers la gauche. Bien. Mais dans tout ça, le plus important dans l'onde de P, ben, c'est quoi? Ben, c'est sa durée et de son amplitude qui sont mesurées en D2. Et donc, ben, visiblement, sur cet électrocardiogramme de bonne qualité nommé daté, où on a trouvé un rythme sinusal normal, irrégulier à une fréquence moyenne de 70, eh bien, on a un auriculogramme qui est normal, avec une onde de P normale en amplitude et en durée. Après l'onde de P, on va faire quoi? S'intéresser à l'intervalle PR. Bien. Alors, l'intervalle PR, comment il se mesure? En secondes. Ben, en secondes, exactement. Sur quelle dérivation? Ben, je peux utiliser aussi D2. Alors, je peux le mesurer en fait sur n'importe quelle dérivation, mais je préfère le D2. Pourquoi? Alors, remarquez, la dernière fois, je vous ai dit que quand on prolonge une dérivation pour apprécier le rythme cardiaque, on utilise souvent le D2. Et ce n'est pas un choix fortuit, ce n'est pas par hasard. Parce que c'est une dérivation dont l'axe va être
le plus parallèle à l'onde P, donc ça permet bien de voir l'onde P. D'ailleurs, c'est pour ça que j'analyse la durée et l'amplitude de l'onde P en D2. Et vous allez voir que également, c'est une dérivation qui va être le plus parallèle à l'axe des QRS. Et donc, je vois bien les QRS en D2. Et le fait de voir bien l'onde P et bien les QRS en D2 me donne la dérivation de choix pour voir l'intervalle PR. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'analyse? Deux choses. La fixité du PR, est-ce que c'est le même? Le PRS constant, ce qui doit être le cas, ce qui doit être la normale, puisque ça passe toujours par les mêmes voies et donc ça consomme le même temps. Et deuxièmement, il faut que le PR soit ni trop court ni trop lent. Et la valeur normale, c'est entre 0,12 et 0,20 secondes, intervalle fermé. C'est-à-dire que ces chiffres-là appartiennent à la normale. On vérifie ça tout de suite. Et là, en D2, vous remarquez que l'intervalle PR a été mesuré à peu près 4 mm. En étalonnage standard, 4 mm, ça fait 0,16 secondes. Et donc, ça reste dans la normale. Et donc, qu'est-ce que je peux rajouter dans l'interprétation de mon tracé? C'est que l'auriculogramme est normal et la conduction auriculoventriculaire est normale. Pourquoi la conduction auriculoventriculaire? Parce que le reflet électrique, ça va être l'intervalle PR. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, docteur. Très bien. Parfait. Bien. Alors, il ne nous reste pas beaucoup, j'imagine, sur ce cours. Alors, partager l'écran, je vais voir juste ce qui reste. En fait, il reste les QRS par la suite, la repolarisation. Bien. Là, je suis désolé, mais je dois partir parce que j'ai une urgence. Je vous ai dit que c'était ma journée de bloc dimanche. Donc là, il y a un ST+, on doit le faire. Donc, on va s'arrêter là. D'autant plus que vous avez un cours ce matin, n'est-ce pas? Donc, vous n'êtes pas de la première fraîcheur. Ça va, vous avez assimilé un petit peu aujourd'hui? Oui, d'accord. Très bien. Le cours de matin était bien? Oui. Parfait. Très, très bien. Donc, là, on va s'arrêter ici parce qu'il nous reste à peu près un tiers du cours qu'on va faire demain matin, si vous êtes disponible, 9h30. Avant de commencer la dernière partie, on va faire un résumé de cette deuxième partie qu'on a fait aujourd'hui. Au fur et à mesure, ça va sédimenter. Et remarquez une chose, c'est que la première couche est toujours difficile. Mais à chaque fois qu'on révise avant de commencer, c'est un petit peu plus clair. Alors pourquoi cela? Parce qu'on ne peut pas installer des concepts et les comprendre en même temps. C'est très difficile d'avoir un nouveau concept et de le comprendre en même temps. Donc il faut une séance pour l'installer. D'accord? Une deuxième séance, on aura assez de recul pour le comprendre. Bien. Donc, on va s'arrêter maintenant. Désolé, hein, parce qu'en plus, j'ai un empêchement. Mais ne vous inquiétez pas, on finira ça, Inch'Allah, sans faute, demain, 9h30, si vous êtes d'accord. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Donc, demain, pas de cours, la matinée est prévue, hein, rassure-moi. Non, on n'a pas de cours demain, c'est bon. D'accord. Ni matinée, ni après-midi. Non, non, demain, on a un cours un jour sur deux. Ah, très bien, parfait. Alors, j'aimerais avoir votre idée, votre avis sur quelque chose. Il paraît qu'il va y avoir un reconfinement. Vous avez entendu ça ou pas? Oui. Pour l'instant, ce n'est que des rumeurs. Ce n'est que des rumeurs, mais ce que je suis sûr, c'est que le nombre de cas en Algérie est vraiment tartek ces derniers jours. D'accord, très bien. Ça c'est bon pour nous, ça ou pas? Non. Eh ben moi, je pense que oui, hein, parce que notre seule issue, nous, c'est l'immunité du groupe. Hein. Exactement. Plus vite, voilà, exactement. Un ami, Corona, c'est comme une dent qui te fait mal. Elle va te faire mal. Soit tu l'arraches d'un coup, tu as mal et puis tu t'en débarrasses. Soit tu la tritures à chaque fois que tu as mal pendant une année. Bon. Mais tous les pays qui ont essayé de faire l'immunité de groupe ont échoué. Non, ils n'ont pas échoué. C'est que ça leur donne une mortalité pour intolérable qui dépasse leur capacité de santé. Voilà. En fait, voilà, c'est ça. Oui, maintenant, notre capacité de santé sont de toute manière dépassées. Alors, je vois pas. Malheureusement. Malheureusement, exactement. Voilà. Donc là, ce n'est pas les places de Réa hein, qui sont le problème, puisqu'on n'en a pas des places de Réa, malheureusement. En tout cas, ça, c'est un autre débat. On ne va pas l'entamer aujourd'hui. Et donc, si on reconfine, au cas où, il paraît que ça va être à partir de 13h, ce que la rumeur dit,
Est-ce que nous avons صباح ولا نقراو العشية؟ Ça a été démenti, docteur. C'est parce que la rumeur était la radio algérienne. La radio algérienne a fait un démenti. Ils ont dit que ma cache là. Ah, bah, très bien, tu me rassures, très bien. Voilà. Donc, si ce n'est pas encore d'actualité, on en rediscutera si éventuellement ça va être. Donc, le matin, c'est mieux, classe. Donc, on garde demain 9h30, Inch'Allah. Oui, ça nous arrange, c'est mieux. Ah, très bien, parfait. Donc, à demain, Mala. Allez, Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Au revoir.